Nous sommes le 6 juin 1944. La nuit a été mouvementée dans le Cotentin et à l'est de l'Orne avec les parachutages massifs anglais et américains. Les Allemands, après la surprise de la nuit, ont commencé à réagir en fonction des informations qui leur arrivaient. Leurs troupes se déploient petit à petit sur les routes normandes depuis l'aube. La surprise de l'armada au large de la Normandie fut une grande surprise pour les troupes stationnées le long des plages. Mais comment les Alliés peuvent posséder autant de navires ? Et pourtant, depuis 5 heures du matin, l'armada au large de la côte déchaîne son feu et lance ses zones par vagues à l'assaut des différentes plages normandes. La Normandie venait de connaître son dernier jour de calme. Avant de nous plonger dans cette nuit du 6 juin 1944, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Les éditions OREP, maison d'édition française, publient depuis 1994 des ouvrages ancrés sur le territoire de la Normandie. Naturellement, les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale et le débarquement occupent une place de choix dans le catalogue. Et c'est l'un de ces ouvrages qui m'a beaucoup aidé pour préparer ma série sur le débarquement. Le livre de Marc Laurenceau, Jour J, heure par heure, est un livre richement illustré, permettant de vivre les événements au plus près des actions, heure par heure. Le site des éditions OREP permet aussi de se faire livrer nos commandes rapidement en France, mais aussi à l'international. Avant de partir en Normandie, pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne et les prochaines vidéos sur le débarquement. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Alors qu'en décembre 1943, le Cossack rajoutait les plages de Sword Beach et surtout celles de Utah Beach, les Alliés se rendent compte que la batterie de la pointe du Hoc est positionnée à mi-chemin entre Omaha Beach et la nouvelle plage de Utah Beach. Les renseignements montrent que de chaque côté de la pointe du rocher se trouvent des casemates contenant des canons de 155 mm Howitzer ayant une portée de 23 km pouvant atteindre aussi bien Omaha Beach sur le flanc est que Utah Beach sur le flanc ouest. Les canons sur le flanc est bloquent aussi la route de Grand Camp qui va être nécessaire à la progression américaine vers Isigny en partant d'Omaha. Le rocher de la pointe du Hoc devient un objectif prioritaire à prendre le matin du 6 juin. Suite à une erreur des analystes américains, la pointe du Hoc est appelée la pointe du Hou sur de nombreuses cartes encore disponibles aujourd'hui. La physionomie des lieux pose plusieurs problèmes aux planificateurs de l'assaut. La pointe du Hoc est une saillie de falaises calcaires qui s'avance dans la mer à environ 7 km de Virville. Les falaises font une trentaine de mètres de haut et tombent à pic sur une grève de galets d'une vingtaine de mètres de large. Un assaut avec des parachutistes est écarté. La pointe du Hoc est très étroite et donc la seule option serait un parachutage dans l'arrière-pays. Or, côté sud, la pointe du Hoc est protégée d'une attaque avec des barbelés, des champs de mines et des casemates de défense. Et il est demandé de ne pas mettre les Allemands du Calvados en alerte maximum pour profiter d'un effet de surprise sur Omaha et les autres plages au petit matin. C'est donc un assaut frontal de chaque côté de la pointe avec des troupes spécialement entraînées pour escalader la falaise de 30 mètres de haut et prendre les canons qui est planifiée. Cette mission impossible est donnée au 2e et 5e bataillon de Rangers américains nouvellement recréés. Les Rangers américains sont des bataillons d'infanterie très spécialisés dont l'organisation se calque sur les commandos anglais. Créés en 1942, ils s'entraînent au début en Écosse avec les commandos anglais. Le 1er et le 3e bataillon s'illustrent en Afrique du Nord et en Italie. Le 2e et 5e bataillon sont créés en septembre 1943 dans le Tennessee et sont transférés en Angleterre début 1944. La première vague d'assaut doit être effectuée par le 2e Ranger. C'est sous les ordres du lieutenant-colonel Ruder que le 2e bataillon s'entraîne sur l'île de White. Celle-ci possède des falaises de craie, les Needles, qui rappellent celle qui sera l'objectif du D-Day. L'assaut doit commencer à 6h30 avec l'arrivée de 3 compagnies de chaque côté de la pointe, soit un effectif de 261 Rangers. Le timing donne 30 minutes à la troupe pour escalader la falaise et signaler son succès avec des fusées éclairantes vers 7h aux bateaux qui enverront alors le renfort composé des compagnies A et B du 2e bataillon et l'ensemble du 5e bataillon de Rangers, soit environ 500 Rangers supplémentaires. La progression après la prise de la pointe se fera dans un premier temps vers le sud pour prendre Criqueville en Bessin qui se situe à 2,5 km. Puis l'ancien assaut sur Osmanville au nord de Isigny et tenir les routes reliant Omaha à Grand Camp. Si vers 7 heures il n'y a aucun signal venant de la pointe du Hoc, l'opération sera considérée comme un échec et les troupes de renfort seront envoyées vers le 116e régiment à l'extrémité ouest d'Omaha Beach. Et ils devront tenter un assaut sur la pointe par la terre dès que possible. Cependant, sur l'objectif, un vol de reconnaissance allié associé aux informations de la résistance française confirme que les 6 canons ont été retirés.
À la place, 4 casemates en construction. Et cela a même été transmis au cartographe qui remplace en mai 1944 les pièces d'artillerie par le sigle UC pour Under Construction. Et pourtant, l'opération est maintenue. Voici l'ordre de mission donné aux Rangers. Détruire les défenses côtières de la pointe du Hou et de la pointe de la Percée, et garder le flanc de l'assaut de Omaha. Appuyé par des éléments débarqués, s'emparer des batteries de Grand Camp et de Mézy. Puis opérer entre les positions ennemies le long de la côte entre Grand Camp et Isigny. Ordre d'opération du 26 mars 1944 signé par le major général Guéraud, commandant le 5e corps. La principale défense allemande de la pointe du Hoc est composée du 3e bataillon du 726e régiment de grenadiers de la 716e division allemande. La 716e division est une division statique, c'est-à-dire qu'elle doit défendre des points fixes de la côte comme la batterie de la pointe du Hoc. Son rôle est de protéger les artilleurs de la Heereskustenartillerieabteilung 1260 codifiée HKAA. La HKAA est une unité d'artillerie de l'armée de terre allemande. On la retrouve sur les zones d'artillerie le long de la côte normande de Ouistreham à Isigny. C'est elle qui assure les tirs des pièces de 155 mm comme à Longueville-sur-Mer. Le 6 juin 1944, c'est l'Oberlieutenant Brodkorb qui est en charge de la batterie. Le site étant peu défendu, le commandement allemand envoie le 23 mai 1944 l'unité 84 de Wefer Régiment pour compléter le dispositif de défense. Les Wefer Régiments sont des unités composées de Nebelwerfer, obusiers multitubes peu précis mais très destructeurs contre l'infanterie. Le site de la pointe du Hoc contient 4 casemates en construction, pouvant accueillir chacune un canon de 155 mm. Les canons sont répartis de façon égale de chaque côté de la pointe, 2 pour cibler Utah, 2 pour Omaha. Le système défensif de la pointe comprend une ligne de barbelés fermant le site aux attaques venant du sud. Un ensemble de casemates, postes d'observation et réserves de munitions sont reliés entre eux par un ingénieux système de tunnels souterrains et tranchées à ciel ouvert. Dans le No Man's Land, un champ de mines complète le système défensif. Sur le côté ouest, un poste de défense antiaérien protège le site des avions. Dans l'arrière-pays, la réserve est composée du 916e régiment de grenadiers de la 352e division. La 352e division est une division d'élite envoyée sur la côte normande pour aider la 716e division. Si vous voulez plus d'informations à son sujet, je vous encourage à visionner ma vidéo sur Gold Beach. C'est à 1 h du matin que les Allemands de la pointe du Hoc se mettent en alerte. Un stick de la 101e Airborne vient d'être largué quasiment au-dessus de la batterie. Le stick se trouve à plus de 30 km de son objectif qui se trouve sur les plages de Utah Beach. Les Allemands parcourent la campagne et font quelques prisonniers, mais certains GI arrivent à se cacher. L'aube se lève et l'assaut sur Omaha Beach ouvre le bal des débarquements. Sur le pont du navire de transport SS Ben Maishri, le 6 juin 1944, James E. Ruder se tourne vers ses hommes et dit « Maintenant écoutez, Rangers, montrez-leur ce que vous valez, bonne chance les gars, démolissez-les, départ dans 5 minutes. » Il est 5 h du matin quand les hommes du 2e bataillon de Rangers américains embarquent dans leur chaloupe de débarquement. La mer est encore fortement houleuse et la brume matinale est accentuée par les avions fumigènes de protection de la marine. Tandis que les chaloupes avancent rapidement vers la pointe du Hoc, le cuirassé Texas envoie au-dessus d'eux des obus de 356 sur l'objectif. Chaque groupe d'hommes transportés par les LCA formait une équipe qui, aussitôt débarquée, devait agir d'une façon autonome. Chaque LCA contenait le matériel nécessaire à l'escalade. En premier lieu, 3 paires de fusées auxquelles étaient attachées des cordes portant des échelons de bois ou des échelles légères de cordes. Ces fusées devaient être tirées par les LCA. Il y en avait en outre une paire plus petite destinée à être transportée à terre et tirée à la main. Toutes ces fusées portaient des grappins par lesquels les cordes et les échelles devaient s'accrocher au sommet de la falaise. Il a été prévu qu'aucune n'arrive à s'accrocher. En conséquence, les LCA et les Duck, véhicules amphibies qui les suivaient, transportaient des échelles d'une trentaine de mètres, les unes en acier tubulaire en plusieurs tronçons, les autres extensibles du type échelle de pompier. Chaque ranger était en fatigue dress avec ceinture de sauvetage et portait son fusil et ses rations plus de grenades. L'armement lourd transporté par les embarcations d'assaut constituait en tout à 12 mitrailleuses barres, 6 mortiers de 60 mm et 30 grenades thermites à main. Durant le voyage, la houle submergea le LCA 860 qui disparut dans la Manche. Heureusement, une chaloupe de sauvetage récupérera les rangers peu après. Soudain, le LCA de tête, où se trouve le lieutenant-colonel Ruder, change de direction et se met à naviguer en parallèle de la côte. Ruder venait de s'apercevoir que la péniche de tête avait pris une mauvaise direction. Il faut donc changer de route pour se diriger vers le point prévu. Ce contretemps est très grave et va avoir des conséquences critiques pour les hommes dans les péniches.
Le bombardement devait s'arrêter au moment où les péniches devaient toucher terre. Or là, elles sont encore loin de la plage. Les 30 minutes qui vont s'écouler vont permettre aux Allemands de reprendre leurs esprits. Même si ce retard a inquiété les hommes, c'est l'autre conséquence qui va être terrible pour la troupe. Faute de recevoir le signal annonçant le succès de l'escalade, la force de renfort allait considérer que l'opération avait échoué. Ils vont donc être redirigés vers Omaha où le rapport va aider les troupes sur place. En vue de la plage, des gerbes peu précises entourent les LCA, montrant que les défenses de la pointe n'ont pas été complètement écrasées. La première péniche touche la plage à 7h10, soit 40 minutes de retard. Le LCA 888, où se trouve Ruder, talonne le premier LCA. La plage est couverte de cratères, mais n'a pas les défenses des autres plages. La falaise était considérée comme suffisante. Les hommes débarquent et parcourent les 20 mètres de plage difficilement. De nombreux cratères de bombardement ont rendu la plage impraticable. Les fusées des LCA sont tirées et aucune corde n'atteint le sommet de la falaise. Aucun Allemand n'est en vue, mais des grenades tombent du haut. 2 rangers commencent l'escalade à main nue, s'aidant de leurs couteaux pour créer des points d'appui. Les autres préparèrent les échelles, des grappins manuels et des tronçons furent mis en place. En moins d'un quart d'heure, le premier groupe atteint le haut de la falaise. Le premier groupe de rangers ayant monté la paroi se retrouve face à un terrain labouré par les obus de marine. Rien n'est reconnaissable par rapport aux photos qu'ils ont étudiées. Mais là n'est pas leur plus grande déception. Tout en progression avec précaution, ils atteignent les casemates des canons. Celles-ci ont subi de lourds dégâts, mais le pire pour les hommes est de découvrir les casemates vides de tout canon. Les casemates sont vides. Seuls restent les affûts en bois avec un long poteau, pouvant donner le change aux avions de reconnaissance. Pendant ce temps, 9 LCA ont atteint la plage. Dans les 190 hommes débarqués, environ une trentaine sera mis hors de combat en bas de la plage par des grenades lancées du haut ou par une mitrailleuse à l'ouest d'Omaha qui a effectué quelques tirs. Il est 8h du matin quand le lieutenant-colonel Ruder annonce le succès de l'opération et demande l'envoi des renforts du 5e Ranger et les restes du 2e Ranger. Là, c'est la douche froide. On lui annonce que n'ayant pas reçu de fusil de signalement à 7h, l'opération a été déclarée en échec. Les renforts ont été envoyés à l'ouest d'Omaha Beach dans le secteur de la 116e division. Aucun renfort n'est prévu pour eux pour le moment. Tous ces efforts pour rien. La déception est forte et Ruder doit reprendre en main ses troupes pour au moins tenir la position en attendant les renforts. Il est aux environs de 9h quand Ruder fortifie son QG à l'est de la pointe, dans un cratère le long de la falaise. Ainsi, de son QG, il va pouvoir dialoguer par signaux lumineux avec les navires qui défendent Omaha Beach. De là, il repère le poste d'observation de la pointe du Hawk, qui semble en assez bon état. Il envoie une reconnaissance vers l'objectif et d'un coup, celui-ci fait feu sur les Américains. Ceux-ci ne peuvent plus avancer sans risquer leur vie. Les échanges de coups de feu commencent. Plus à l'ouest de la pointe du Hawk, le bunker de défense antiaérien à 400 mètres est visible sur ce champ lunaire. Un premier groupe de 10 rangers est envoyé en reconnaissance de ce point de défense. Alors qu'ils sont repérés, le groupe est pris sous le feu du bunker et de l'artillerie allemande située dans l'arrière-pays. 9 rangers sont capturés et le ranger William Cruz retournera au QG faire son rapport. Une soixantaine de rangers est envoyée vers le sud en direction de la route pour mettre en place une interdiction sur la route Virville-Grand-Camp. Le groupe s'avance en tirailleurs très espacés. Ils arrivent en vue d'un îlot de ferme normande. La prudence est de mise et d'un coup ils voient les Allemands bougeant dans la ferme. La patrouille fait le feu et sans réponse des Allemands, voit ceux-ci s'enfuir à l'arrière de la ferme. Soudain, des tirs d'artillerie claquent. Et ceux-ci sont des tirs venant des navires US devant Omaha. 7 hommes furent tués et 8 autres blessés. Enfin, la route est atteinte et une patrouille est envoyée vers le sud en repérage dans le bocage normand. La patrouille est composée du First Sergent Leonard Lommel et du Staff Sergent Jack Kuhn. Ils s'avancent au-delà des 250 mètres au sud de la route, suivant la protection du bocage. Aucun Allemand n'est en vue. Soudain, ils tombent sur un ensemble fortifié. C'est un blockhaus très bien camouflé. Ils pénètrent à l'intérieur et poussent une exclamation de stupeur. Les canons qui manquaient à la pointe du Hawk sont là. 5 canons intacts et pas un Allemand dans le coin. Les canons sont sabotés avec les grenades thermites qui dégagent une grosse chaleur. La patrouille retourne alors vers la route pour rendre compte à Ruder de l'accomplissement de la mission. Cependant, à la pointe du Hawk, la situation ne s'améliore pas. Les 2 points de résistance, le poste d'observation à la pointe résiste toujours aux assauts, et le poste de DCA à l'ouest tire toujours sur les hommes. Ruder envoie alors un groupe d'assaut de 15 hommes avec mortier sur la position de DCA. Il progresse en rampant vers le blockhaus qui envoie des rafales dès qu'un mouvement est détecté. Enfin, le mortier est en position, il tire un ensemble d'obus. Dès lors, les Allemands agitent un chiffon blanc en signe de reddition. Bien que la majorité du groupe ne bougea pas, 2 rangers se levèrent en direction du blockhaus. Trop tard, la mitrailleuse allemande les a fauchés d'un coup tous les 2.
C'est à ce moment-là que l'artillerie allemande de l'intérieur entra de nouveau en action. 4 hommes furent tués par l'artillerie, l'ensemble du groupe fut blessé pendant la retraite ordonnée par le capitaine, ainsi que 2 hommes supplémentaires. Un peu plus tard, en début d'après-midi, un autre assaut fut lancé sur la position allemande, qui échoua de la même manière. Le poste de DCA était un peu trop en contrebas, et même les tirs venant du destroyer Satterlee ne n'atteignaient pas. Le radio du Rudder s'efforça à plusieurs reprises d'entrer en liaison avec les troupes de Omaha, sans succès, et Rudder voyait son stock de munitions diminuer dramatiquement. Il fallait aussi évacuer les blessés de la matinée. Sa conclusion était simple. « Je pense qu'ils vont nous attaquer », dit-il à son officier de transmission. « Faites l'impossible pour rentrer en contact avec les destroyers. » L'officier rampa jusqu'à la falaise et avec un transmetteur à lampe transmit le message de Rudder. Environ 30 minutes plus tard, des destroyers ouvrirent le feu sur la zone entre les Américains et le blocos. Ils réussirent à réaliser une espèce de tir d'interdiction commandé dès que les Allemands faisaient mine d'avancer dans le No Man's Land. L'USS Satterlee, celui-ci va soutenir les Rangers et rester en position toute la journée. En fin d'après-midi, il aura consommé plus de 75% de ses obus de 127 mm pour soutenir la défense. À 14 h, Rudder déploya tous ses systèmes de communication, radio, messages lumineux et même les pigeons pour indiquer ce message. Pointe du Hawk, stop. Mission accomplie, stop. Besoin de munitions et renforts, stop. Nombreuses pertes, stop. À 15 h, le 116e d'infanterie répondit. Indicatif incompréhensible, répété. Quasi en même temps, une autre réponse venant du commandant du destroyer USS Satterlee, aucun renfort disponible. Même si la situation était à l'amélioration sur les plages de Omaha de la 1re division américaine, le général Hübner n'avait plus de réserve pour la pointe du Hawk. La situation d'Omaha progressait de façon erratique, percée à certains endroits, blocage complet à d'autres. C'est dans ces conditions que la force de Rangers du 5e Ranger et les restes du 2e Ranger, débarqués le matin à l'ouest de Omaha Beach, réussit une percée dans les terres. Ayant en tête leurs collègues à la pointe du Hawk, une avant-garde fut envoyée pour informer Rudder que les renforts arrivaient par la terre. Cette colonne réussit à passer entre les mailles du filet allemand, parcourant plus de 7 km en terrain ennemi. Et ils arrivèrent au crépuscule en soutien avec les dernières informations pour dire que les renforts sont en route et les suivent. Rudder prend la décision de tenir la position en attendant les renforts promis. La section qui venait d'arriver ignorait qu'en réalité, le gros des troupes avait été retardé dans sa marche par 2 contre-attaques allemandes. Ce renfort devait donc être bloqué toute la journée du 7 juin à moins d'1 kilomètre de la pointe du Hawk. La situation à la pointe du Hawk était précaire et elle allait s'aggraver. La nuit fut complète à 23 h avec un clair de lune et un ciel couvert aux 3/4. À 23 h 30, brusquement, des coups de sifflet stridents jaillissent des champs plantés d'arbres au sud de la route, puis des cris. Les balles traçantes des mitrailleuses sillonnèrent la nuit. Les Allemands attaquaient. Les Allemands surgirent sur la route, voulant forcer le barrage. Les Rangers répliquèrent avec précision et l'attaque s'arrêta aussi soudainement qu'elle avait commencé. À 1 h du matin, l'attaque recommença exactement semblable à la première. Les sifflets, les cris et les tirs. Mais les mitrailleuses allemandes tiraient trop haut. Des silhouettes apparurent aussitôt éliminées. L'attaque s'arrêta aussi brusquement. Le calme de la nuit était absolu. À 3 h du matin, la 3e attaque commença. L'intensité des cris et des coups de sifflet et la puissance de feu déployée montrèrent que cette fois les assaillants étaient en nombre. C'était au moins une compagnie avec 6 mitrailleuses et plusieurs mortiers. Des points de défense tombèrent avec des Américains qui se rendaient ou mouraient sur place. Les combats se firent au corps à corps. Les officiers firent passer l'ordre de se retirer vers la pointe du Hawk. Environ 40 hommes se replièrent en ordre. 14 Rangers demeurèrent tapis dans leurs trous contre les haies. Ils devaient passer là 36 heures. Au matin du 7 juin, il ne restait que 90 Rangers capables de tenir une arme, dont la majorité sont déjà blessés. Rudder était lui-même blessé au fémur. Les communications avec les destroyers reprirent et le tir de barrage intermittent sera leur seule défense de la journée. Le croiseur Ellison tira plus de 140 coups de canon sur la pointe. En fin d'après-midi, 2 péniches de débarquement venant de Omaha Beach amena 30 hommes de renfort et de l'eau, des vivres et des munitions. Une attaque fut alors lancée contre le poste d'observation. Celui-ci fut encerclé et une charge de TNT fut lancée contre le bunker. Après l'explosion, 8 Allemands sortirent les bras levés. On trouva un mort mais surtout un souterrain qui aboutissait au bunker. La majorité des Allemands avaient réussi à s'enfuir. Les Rangers firent sauter le tunnel. Au début de la nuit, une patrouille du 5e Ranger réussit à passer l'encerclement allemand avec un message du commandement. « Tenez bon, on arrive ». La nuit s'écoula et le jour se leva. La colonne de secours promise n'était pas là. Cette déception était terrible après l'espoir.
Les hommes venaient de passer 2 jours sans fermer l'œil. Les assiégés sentaient que, laissés à eux-mêmes, même encore quelques heures, ils seraient perdus dès que les Allemands attaqueraient. Une fusillade intense éclata vers le sud. Les Rangers, groggy par 3 jours d'intenses combats, se mirent en position. Les canons bombardèrent la position. Et soudain, des chars apparurent sur la route tirant des obus en série. Les impacts passèrent à côté des Rangers et touchèrent les positions allemandes positionnées au sud de la route. Les 2 chars étaient des Sherman, escortés par les Rangers du 5e et 2e Ranger. Et d'autres chars suivaient un peu plus loin. Le commandant du 5e Ranger alla trouver le lieutenant-colonel Ruder et lui dit « Vous êtes relevé, vous allez au repos. Le débarquement a réussi, tout va bien. » Le bunker de DCA fut pris avant midi. Les 2 tiers des Rangers de la pointe du Hoc étaient blessés quand on les releva de leur position. Les survivants en état de combat intégrèrent le 5e Ranger tandis que Ruder, blessé une seconde fois, fut transféré à l'hôpital. Lorsque les plans sont enfin prêts pour la pointe du Hoc, le lieutenant-colonel Ruder est convoqué en janvier 1944 à la salle des cartes du Cabinet War Room à Londres par le général Eisenhower lui-même. Arrivé dans ce lieu très secret, il est accueilli par le général Bradley en personne pour découvrir une maquette, des photos et les cartes de son futur objectif. Découvrant les photos et surtout la maquette de la pointe du Hoc avec sa falaise de 30 mètres, les bunkers de défense, les casemates, les tranchées et le champ de mines, le lieutenant-colonel Ruder pense tout de suite à une blague que lui fait le haut commandement allié. Mais le général Bradley n'est pas là pour rigoler et lui confirme que oui, le 2e bataillon de Rangers doit bien trouver le moyen d'escalader une falaise calcaire à pic de 30 mètres de haut, et cela en moins de 30 minutes. Le lieutenant-colonel Ruder n'a pas apprécié cette blague. Il en fait part à son commandant en second, le capitaine Light, le 3 juin. Celui-ci, tout en célébrant sa promotion au grade de major, pense que la mission est aussi suicidaire qu'inutile. Et il s'énerve en criant haut et fort que cette attaque va tourner au massacre. Le jugeant incapable de poursuivre sa mission dans ces conditions, Ruder le relève de son commandement et prend lui-même les choses en main. Ce qu'il avait l'intention de faire, mais dont il était empêché par l'interdiction de ses supérieurs de peur de perdre un élément précieux. Mis hors de combat après l'assaut de la pointe du Hoc, le colonel Ruder prendra le commandement du 109e régiment d'infanterie qui combattra durant la bataille des Ardennes. Il est décoré des médailles suivantes: la Légion du Mérite, la Silver Star, la Bronze Star avec feuille de chêne, la Purple Heart pour ses blessures, la Légion d'honneur française avec croix de guerre et palme, la croix de l'ordre de Léopold avec croix de guerre et palme, médaille belge. Il finira major général de l'armée américaine en 1957. Les effectifs des Rangers subissant de lourdes pertes, Ruder aura néanmoins le renfort de 2 parachutistes de la 101e, les First Class Raymond Crouch et Leonard Goodall, qui ont fait partie du stick ayant complètement raté le Cotentin et sont tombés à côté de la pointe du Hoc, la mettant en alerte à 1h du matin. Mais aussi 2 Britanniques, le second classe Colin Blackmore et le caporal Joseph Wood. Ce sont des conducteurs de Duke qui se sont enlisés sur la plage et ont ramassé chacun une arme et vont soutenir les Rangers durant l'assaut. Ils vont même faire plusieurs allers-retours entre la falaise et leur véhicule pour récupérer les mitrailleuses lourdes sous le feu ennemi. Tous 2 recevront la British Military Medal et leur dossier sera suivi par Montgomery en personne. La pointe du Hoc est l'image même des opérations spéciales réalisées lors du débarquement. Un objectif que l'on considère comme impossible à faire, et des hommes qui réalisent l'impossible et même plus. Ce qui est surprenant, c'est le timing demandé à ces hommes et les conséquences qui en ont découlé. La froideur du haut commandement est impressionnante. Ils n'ont pas cherché à savoir si l'opération était en cours ou juste un échec quand ils n'ont pas reçu la fusée de réussite à 7 heures. Ils ont juste noté que la fusée n'était pas là, et donc l'opération est un échec. Ainsi, tous les renforts prévus ont été envoyés sur Omaha. Même s'il est vrai que les Rangers ont été une grande aide pour les troupes d'Omaha pour atteindre certains objectifs, la volonté du haut commandement américain de ne pas envoyer une part de la réserve prévue vers la pointe du Hoc montre que l'opération était pour eux secondaire. Et c'est là que l'on voit toute la négation des Rangers et leur refus de céder à la facilité. Tenir 2 jours complets avec un ravitaillement minimum en munitions et supports face à des attaques allemandes se faisant de plus en plus fortes au fil des heures qui passent demande une forte capacité morale. La mission a été accomplie et c'est le plus important. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir la première partie de la bataille la plus célèbre et la plus terrible du jour le plus long, la bataille d'Omaha Beach. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez un commentaire sous la vidéo et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille sur le jour le plus long.